C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Média TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La transition vers un retour des civils au pouvoir au Mali a franchi le 5 octobre dernier une nouvelle étape avec la formation d'un nouveau gouvernement, un gouvernement de transition dans lequel les membres de la junte obtiennent des positions stratégiques. De nouvelles nominations installent des militaires dans plusieurs régions du pays. Dès lors, l'omniprésence de l'armée dans ce nouveau gouvernement est-il à craindre? L'armée cherchait-elle à s'approprier la transition? Élément de réponse en première partie d'émission. La montée de l'insécurité dans les pays du Sahel est aujourd'hui un phénomène qui concentre l'attention non seulement de ces pays eux-mêmes, mais également des pays frontaliers, de leurs partenaires extérieurs. Le phénomène revêt des formes multiples aux causes diversifiées et une dimension conflictuelle. La guerre contre les terroristes au Sahel peut-elle être gagnée? On en parle tout de suite sur le plateau du débrief avec mes invités du jour. Mathias Unke, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et juste en face de vous, Mamadou Sy Albert, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vous le disais, messieurs, nous allons évidemment parler de cette transition-là au Mali. Le 18 août dernier, le Mali a été frappé par un coup d'État qui a évidemment permis et vu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Des concertations, des rencontres ont suivi derrière avec la junte militaire regroupée au sein du Conseil national pour le salut du peuple et le M5, ainsi que certains émissaires de la CEDEAO. Trop tôt peut-être pour faire un bilan de cette transition 2 mois seulement après, mais s'il fallait se lancer dans ce jeu, quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette transition-là, ce gouvernement? Bon, disons que jusque-là, la transition a réussi à adopter, je vais mettre en griffe, un cadre, je dirais un cadre légal dans lequel la transition est supposée avoir lieu. Les militaires ont réussi à mettre en place, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, je dirais l'exécutif. Le président, le vice-président, le gouvernement. Et le premier achoppement a commencé, n'est-ce pas, avec les difficultés pour mettre en place le Conseil national de transition, qui est normalement le Parlement de transition. Et vous le savez, sans la mise en place de ce Parlement, ce n'est pas possible d'adopter le plan d'action du gouvernement de transition. Et donc, c'est comme si il y a un gouvernement qui est installé avec un président, un vice-président et un cabinet, mais on n'a pas de plan d'action. Et donc, ces 2 mois et demi qui viennent de se passer, on a le sentiment qu'on attend de voir. Et justement, en parlant de ce bilan, est-ce que le regard est le même pour vous, Albert, par rapport à cette transition 2 mois après? Je crois que c'est un processus qui est mis en œuvre. Maintenant, il est lent et il suscite beaucoup d'interrogations. À la limite, l'intention des militaires est suspecte. C'est ça qui peut-être vicie un peu le processus. Et il y a deux orientations qui se dessinent depuis quelques semaines. Est-ce que les militaires acceptent un véritable processus de transition pour remettre le pouvoir aux civils tel que le peuple malien le comprend? Ou est-ce que ils vont faire un deuxième coup de force parce ils ont achevé la révolution, ils ont fait un coup d'État. Le deuxième coup d'État, c'est ça qui risque d'arriver, le coup d'État, je dirais, politique. Ça, ils reprennent le pouvoir des mains du peuple. Et ça, c'est un risque qui fait que le processus il est très mal parti. Et je crois qu'aussi, on ne sent pas véritablement les acteurs politiques au cœur de ce processus-là. Il y a une hégémonie de l'armée, des militaires, des héritages. C'est à la limite bloqué. Le processus il est bloqué parce qu'il y a énormément d'interrogations sur les intentions des militaires. De notre côté, je crois que le mouvement populaire malien n'a pas suffisamment préparé le processus. Il subit le processus. Et ce qui fait qu'on a des conflits qui se dessinent. Également, je crois qu'il faut aussi souligner que les États africains, la CEDEAO, l'Union européenne et même
certaines grandes puissances observent de loin ce processus. Ce qui fait qu'il n'y a pas un encadrement international, particulièrement un encadrement africain. Et je crois que pour moi, c'est bien parti, mais beaucoup d'interrogations sur la finalité. Et en parlant d'interrogations, Unke, alors en août dernier, le colonel Assimi Goïta démentait devant la presse nationale et internationale tout projet de gouvernement militaire. 5 mois après, on semble être très loin évidemment de cette réalité-là. Absolument. Et comme l'a dit M. Albert, quand vous regardez la situation aujourd'hui, le sentiment qui se dégage ou même la réalité, c'est que les militaires ont tout fait pour contrôler l'essentiel, n'est-ce pas, du pouvoir. Maintenant, il y a non seulement des interrogations, comme l'a dit M. Albert, mais il y a des raisons de commencer à s'inquiéter. De commencer à s'inquiéter parce que vous avez normalement une transition a besoin de paix et de calme. Est-ce que vous pensez que l'armée aujourd'hui veut s'approprier cette transition-là? Alors, quand vous voyez le contrôle des institutions de l'État, par exemple, ils ont mis un président qui est en fait un ancien militaire, un militaire à la retraite, vous prenez le vice-président, c'est un militaire, vous prenez dans le gouvernement les positions stratégiques, ce sont des militaires, et donc même les gouvernorats, comme vous l'avez vu la dernière fois, ce sont des militaires. N'oubliez pas que ceux-là, et y compris le ministère de l'Intérieur, etc., et de l'administration territoriale, sont ceux qui vont organiser les élections. Et donc, ils sont en train de contrôler l'appareil, en fait, et de contrôler la transition. Et le débat autour du Conseil national de transition, donc le Parlement de transition, c'est qu'ils pensent que c'est un militaire qui va diriger aussi ce Conseil national de transition. Et donc, je pense qu'ils ont le souci de contrôler, et ils commencent à créer, à mettre dans leurs propres souliers les premiers grains de sable. Par exemple, l'incapacité à associer la classe politique, n'est-ce pas, à la gestion de la transition. Et vous savez très bien que ça, c'est un début de problème pour la transition. Deuxième élément, l'incapacité à s'asseoir et à avoir une sorte de moratoire avec les acteurs sociaux. Vous savez que depuis pratiquement 2 ou 3 semaines maintenant, pratiquement l'administration, une bonne partie de l'administration est en grève. Ils ont, hier, ils ont voté encore qu'il faut étendre, n'est-ce pas, les grèves. Et donc, les acteurs sociaux vont continuer à mettre leurs demandes sur la table et à rendre les situations sociales difficiles. Si vous faites attention, même avec la France, la dernière visite de Jean-Yves Le Drian, c'est comme si en public, ils ont montré leur désaccord sur la manière dont ils vont régler les problèmes de radicalisme, etc. Et donc, je vois des militaires qui prennent le pouvoir et qui s'antagonisent les acteurs clés qui peuvent aider à gérer la transition. Et donc, je pense que s'ils ne reviennent pas et retrouvent les moyens d'associer tout le monde de façon paisible et pacifique à la transition, on peut aller au-devant de situations plus difficiles. Alors, un colonel à la retraite, présidence de la présidence de la transition, un autre vice-président, des militaires à des postes clés, comme vous l'avez souligné, du gouvernement, et désormais 13 militaires nommés gouverneurs de région. Est-ce que cette transition ne s'éloigne pas un petit peu des recommandations de la CEDEAO, Albert? Je crois qu'effectivement, il y a un problème d'orientation. La CEDEAO avait demandé le respect de l'ordre constitutionnel. Elle n'a pas réussi. Finalement, contre son gré, elle a fini par accepter que les militaires prennent le pouvoir. Mais à mon avis, les militaires sont partis pour rester. Ils sont partis pour gouverner. À la limite, ils sont en train de vider tout le sens de la lutte du peuple malien. Oui, parce que n'oublions pas quand même que c'est 13 régions sur 20 qui sont aujourd'hui occupées par des militaires qui ont été nommés récemment gouverneurs. Absolument. Et ça veut dire que si vous regardez la critique fondamentale que l'opposition a adressée à Ibeka, c'était en termes de gouvernance, en termes de gestion de l'État, en termes de renforcement de l'unité nationale et en termes de nouvelles approches de lutte contre le phénomène djihadiste. Mais les militaires restent dans un carcan trop militariste. Ce qui fait que la transition, elle est à la limite là, juste pour permettre aux militaires d'être au pouvoir et de régler les questions sécuritaires. Ils ne comprennent pas l'enjeu politique de la transition. Et c'est pour ça qu'ils mettent des militaires à des postes clés, comme il l'a dit dans le gouvernement. Au niveau des territoires, ils mettent des militaires, mais ils ne voient pas la dimension politique. Ce que les Maliens réclamaient, c'était justement un changement d'orientation politique.
Et je crois que c'est à ce niveau-là que la CEDEAO devrait quand même, je ne dirais pas que la CEDEAO s'immisce, mais que la CEDEAO voit ce qui se dessine à l'horizon. Ça veut dire que le Mali risque de tourner en rond. Oui, le Mali ne va pas régler les questions sécuritaires, le Mali ne va pas régler les questions politiques. Donc on va vers un conflit entre les militaires et les acteurs politiques. Et de ce point de vue-là, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, je pense que ces organismes-là doivent encadrer ce processus-là. Il faut aller plus loin que la paix qui est retrouvée, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais il faut voir plus loin que le Mali doit sortir de la crise. Et pour ça, il faudrait que les militaires acceptent de retourner dans les casernes. Oui, parce qu'aujourd'hui, au Mali, la question qui se pose, c'est de savoir si la place des militaires, c'est dans les administrations. Est-ce que ce n'est pas sur le terrain? Et quelque part aussi, d'aucuns s'avancent à dire que le fait de nommer 13 militaires comme gouverneurs des régions, c'est une manière aussi de protéger ces régions-là, de lutter évidemment contre le terrorisme, quand on rappelle que le Mali est victime des attaques terroristes. Oui, absolument. Je pense que cette question est plus difficile à trancher. Parce que comme vous le dites, il y a, et je connais des acteurs politiques de premier plan au Mali qui pensent que c'est mieux que ce soit, n'est-ce pas, les militaires qui soient déployés à cause de la situation spécifique, n'est-ce pas, du pays. Mais, quoi qu'on dise, il est de l'intérêt des militaires de comprendre que là, le problème du Mali n'est pas simplement et uniquement sécuritaire. Comme l'a dit M. Albert, il ne faut pas qu'ils finissent cette transition comme ils ont fini la précédente. Parce qu'on a eu une situation similaire par le passé où ce qu'ils feront finalement, c'est d'organiser des élections. Alors que, comme on a dit maintenant, les préoccupations qu'ils doivent avoir aujourd'hui, c'est comment opérer des réformes qui vont faire qu'après cette transition, le Mali politiquement fonctionnera mieux. Est-ce que le fait aujourd'hui pour ce gouvernement, l'armée, de monopoliser le pouvoir, de s'accaparer du pouvoir, c'est une stratégie pour préparer leurs candidats aussi aux élections? Est-ce qu'ils sont en train déjà de dessiner un profil idéal pour présenter un candidat à la future présidentielle? Il y a une chose qui est sûre, si la charte de la transition est respectée, aucun de ceux qui sont dans le gouvernement de transition ne peut être candidat. Mais par contre, s'ils maîtrisent l'appareil de l'État, c'est possible de maîtriser le processus électoral. Et ça, par contre, ça peut être problématique par la suite. En parlant de processus électoral, alors les militaires sont majoritairement représentés dans le futur du CNT, donc le Conseil national de transition, qui fait office, vous l'avez souligné, d'Assemblée nationale. 22 sièges attribués aux militaires contre 11 aux partis politiques. Cette transition est-elle faussée dès le départ, Albert? Je crois, très honnêtement, les militaires ont récupéré la lutte politique du peuple malien. C'est une récupération politicienne à la limite. Et ça risque... c'est ça l'engrenage. Ce n'est pas nouveau. Le Mali a connu des coups d'État. Le Mali a connu des transitions civiles. Ils sortent d'ailleurs d'une transition civile. Ils retournent au règne militaire. Et je crois qu'il faudrait que les acteurs politiques maliens quand même se ressaisissent. C'est à eux de trouver la solution à la question militaire. C'est les acteurs politiques qui doivent se retrouver entre eux pour définir une posture pour l'armée. L'armée, son enjeu, c'est pas de contrôler le pouvoir politique. Son enjeu, c'est de garantir la sécurité des populations, de garantir la sécurité des biens, de garantir la stabilité. Je crois que cette option-là, il n'y a que les acteurs politiques qui peuvent l'imposer. Autant ils ont mis fin, ils ont destitué quand même un président élu démocratiquement. Mais pourquoi ils ne devraient pas être capables de dire aux militaires, voilà la frontière que vous ne devez pas franchir? Et ça, je pense qu'ils sont dans ce processus parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont décidé de boycotter le CNC, donc le Conseil national de la transition. Vous comprenez évidemment ce boycott. Les militaires, ils ont réussi à influencer des pans entiers de l'opinion malienne en leur faisant croire que nous, on va faire mieux que Ibeka. C'est une transition, il faut nous faire confiance. Mais ça, c'est un langage diplomatique. Mais sur le plan politique, l'objectif, c'est de récupérer le pouvoir. Actuellement, on le voit très clairement, c'est eux qui vont gérer la transition. Mais comme vous dites, et comme Nunke l'a dit, ça dit que sur le plan politique,
mais ils vont préparer la prochaine présidentielle. Parce que quand vous mettez en place un dispositif administratif, vous gérez le Conseil national de transition, vous gérez le jeu politique, mais c'est votre candidat qui va gagner la présidentielle au futur. Donc ils sont, si vous voulez, dans cet engrenage-là, et il faudrait, à mon avis, que les acteurs politiques maliens, mais également l'opinion africaine, parce que là aussi, il faudrait que les Africains essayent d'aider le peuple malien. Il faut aider les Maliens à trouver une solution pérenne, stable, qui puisse faire sortir le Mali de cette instabilité-là. Si les militaires restent avec la conviction qu'ils vont gérer le pouvoir, je doute que le Mali sorte de ces conflits-là. Oui, allez-y. Je pense que les militaires sont venus avec des avantages. Le premier, si vous regardez leurs premières déclarations, ils sont venus avec les revendications des citoyens. Les manifestants qui sont restés dans la rue plusieurs semaines, plusieurs mois, ils sont venus avec leurs revendications comme s'ils étaient de nouveaux porte-parole de l'opinion. La deuxième chose, ce n'est pas que le régime d'Ibeka qui a été balayé au Mali. En fait, la classe politique a été décriée au Mali. Ce n'est pas par hasard que le moteur de la mobilisation, c'était un leader religieux. Ce n'était pas vraiment les politiciens. Et donc, ils profitent un peu de ça aujourd'hui. En fait, le peuple ne considère pas la classe politique comme une alternative crédible. Et donc, ils continuent d'être là. Et faire confiance à l'armée. Voilà, donc tout le monde considère que, bon, si l'armée peut faire le travail, c'est tant mieux, quoi. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, c'est difficile pour ceux qui ont mobilisé les populations jusque-là de commencer à se battre comme si leur préoccupation c'était les extrapontins, il fallait s'asseoir autour de la table. Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas le silence, par exemple, de la société civile. On a vu c'est très difficile. Si vous sortez aujourd'hui, c'est comme si vous vous battiez simplement pour les portefeuilles, vous vous battiez pour les positions politiques. Et donc c'est très gênant pour les acteurs politiques qui se sont battus. Et je crois que c'est cet avantage que les militaires sont en train d'utiliser jusque-là. Mais moi, je voudrais qu'ils ne surestiment pas la portée de ces avantages-là. Parce que plus le temps va passer, et puis plus les citoyens vont commencer à se rendre compte qu'au fond, les vrais problèmes du Mali, les militaires ne peuvent pas les résoudre. Même les problèmes sécuritaires du Mali, au sens strict du mot, les militaires maliens seuls ne peuvent pas les résoudre. Et donc, ils vont commencer à voir leurs limites, et en ce moment, ils vont se retrouver encore tout le monde contre eux, et ça va être difficile pour le Mali. Et pour aller dans le même sens que notre ami Unke, Albert, est-ce qu'aujourd'hui, cette transition-là, ce gouvernement de transition, pardon, est-ce que vous pensez qu'elle a oublié ses priorités? Je crois absolument. Hein. Le processus tel qu'il est engagé, l'accaparement du pouvoir par les militaires est un indicateur majeur. C'est une lutte politique qui a mis fin au règne des Ibeka. Donc la perspective, elle est fondamentalement politique, elle n'est pas militaire. Ce que les Maliens demandaient, c'était des réformes institutionnelles, c'était des politiques publiques, c'était l'unité de la nation, c'était l'ouverture du Mali pour rester un grand pays de l'Afrique. Mais ces questions-là sont aujourd'hui délaissées. Et à la limite, c'est les militaires qui entraînent la transition vers des objectifs sécuritaires, vers un partage du pouvoir. On reste, si vous voulez, dans la logique du pouvoir antérieur. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est que les militaires reprennent réellement le pouvoir. Et je crois que la classe politique, et je pense aussi, comme Unke l'a dit, la société civile doit se réveiller pour ne pas tomber dans ce piège-là. Que c'est la société civile qui peut aider les Maliens à mieux voir les questions de démocratie. Justement, mais aujourd'hui, cette société civile semble être absente quand on voit que, évidemment, les partis politiques qui boycottent le CNT, donc le Conseil national de transition, et que derrière, on voit l'imam Dicko, qui a été évidemment le fer de lance de cette démission du président Ibeka, qui, lui, est pour le CNT. Donc, du coup, on a l'impression d'un système de confrontation entre les partis politiques et une personne respectée comme l'imam Dicko. Ça complique la tâche, évidemment, pour la société civile. Voilà, c'est le dernier élément qu'il fallait ajouter à l'avantage dont profitent les militaires aujourd'hui. C'est cette division
au sein des forces qui ont lutté pour faire partie, n'est-ce pas, le président Ibeka. C'est-à-dire que parmi eux, vous voyez aujourd'hui des forces qui veulent bien s'associer au pouvoir des militaires. Vous avez vu l'imam Diko, vous avez vu Boubei Maïga hier, voilà, qui est quand même l'une des figures importantes de la classe politique. Et qui est pour le CNT. Qui est pour le CNT, donc il pense que bon, il faut que le CNT soit mis en place, etc. Et donc je pense que ça va diviser et affaiblir surtout la classe politique. Je pense que la société civile, pour le moment, est en train de s'organiser pour voir de quelle manière elle peut contribuer à éviter que la transition déraille, n'est-ce pas, au Mali. Je pense qu'il ne faut pas négliger les sorties des acteurs syndicaux. Je pense que le mouvement, de mon point de vue, a une connotation revendicative comme d'habitude, mais aussi c'est des acteurs qui jouent beaucoup en politique, en Afrique francophone surtout. Les syndicats jouent beaucoup en politique. Et donc, dans une transition comme celle-là, on devait s'attendre à ce que les syndicalistes s'asseyent avec le gouvernement pour lui accorder un moratoire, pour dire, bon, nous traversons une situation particulière, etc. Mais pourquoi ils vont en grève de cette manière? Parce que parmi ces organisations syndicales, il y en a aussi qui refusent d'aller au CNT. Et justement, est-ce que par rapport à ça, faut-il craindre aujourd'hui, par rapport à ces mouvements de protestation qui se sont installés depuis quelques jours au Mali, est-ce qu'il faut craindre une expansion d'une forme d'instabilité de nouveau dans le pays? Ah non, ça dépend si les militaires ne jouent pas bien et que par exemple le M5, même sans l'imam Diko, recommence à sortir et à aller dans les rues, je pense que ça va poser un problème pour les militaires qui n'ont pas besoin de ça dans une transition. Dans une transition, vous avez besoin de tout le monde autour de la table pour réfléchir les réformes qui doivent être difficiles, réfléchir comment il faut préparer les solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Regardez comment les Burkinabés ont fait il y a environ 5 ans. Vous avez vu cette transition où on n'avait pas le sentiment que le pays était en conflit, les acteurs étaient en conflit les uns avec les autres pendant la transition. Voilà de quoi on a besoin quand on veut construire une transition qui débouche sur des solutions viables. Et en parlant de quelqu'un aujourd'hui qui semble un peu cristalliser aussi l'information malienne, c'est notre ami Soumaïla Cissé. En tout cas, évidemment, depuis sa libération, il est très présent on va dire, dans le débat politique. Qu'est-ce que cette présence vous inspire, Albert ? Je crois qu'il est très attentif. Il est attentif au blocage, aux impairs du processus de transition. Maintenant, il n'a pas les moyens pour peser sur ce processus-là. Il y a déjà le mouvement M25 qui est divisé. Il y a que lui, il est affaibli sur le plan politique. Et au niveau aussi de l'option des militaires, la prise du pouvoir par les militaires, il n'a pas de réponse à l'emprise des militaires. Donc c'est quelqu'un qui, à la limite, il est en train de se refaire, il est en train de construire une stratégie. Maintenant, à mon avis... Vous pensez qu'il va s'allier avec l'armée aujourd'hui? Il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Sur le plan politique, c'est lui qui peut apporter justement un plus. Si jamais le mouvement syndical, le mouvement citoyen se radicalise par rapport à la prise du pouvoir par les militaires. Il y a une option. Il y a une option militaire qui se dessine, mais il faudra avoir de l'audace et du courage pour s'opposer à une orientation militariste. Et je crois que lui, il peut être une alternative. Je crois qu'il se prépare à mener la bataille. Maintenant, il ne faudra pas qu'il engage, à mon avis, une lutte contre les militaires. C'est à lui de récupérer l'esprit de la révolte contre Ibeka. En quoi faisons justement? Comment reconstruire cette base politique perdue par notre ami Soumaïla Cissé Ounké? Vous voyez les pistes aujourd'hui? Non, c'est difficile, mais je pense que c'est probablement ce qu'il doit être en train de faire en ce moment. Moi, je le vois plutôt très silencieux. Je ne veux pas prendre des positions strictes sur les questions majeures du moment parce que la situation est encore instable. C'est très difficile de dire ce qui va se passer d'ici à 6 mois. Oui, parce qu'on n'est qu'à 2 mois de transition. Et donc, quand on sait que c'est 18 mois. Prend son temps, il faut qu'il parle, il faut qu'il rallie des gens avant de sortir et de proposer une solution pour ou contre les militaires. Mais il ne peut pas se hasarder au moment où on se parle de commencer à prendre des positions sur les questions. Et donc, je pense qu'il doit être en train de parler parce que, quoi qu'on dise, politiquement, il est le seul qu'on peut considérer comme le plus populaire politiquement aujourd'hui, puisque Ibeka n'est plus là.
et que le parti de IBK n'a pas laissé une figure de premier plan qu'on peut regarder. Donc politiquement, il a une carte à jouer. Qu'est-ce que ça peut produire? Ça dépend. Justement, c'est là... Oui, allez-y. Je crois que aussi c'est ça. Il est dans une situation difficile au niveau en tant que personnalité politique, mais son avenir est devant lui. Il y a quelque chose qu'il peut apporter à cette situation-là. Maintenant, c'est vrai que n'oublions pas qu'il a été gardé pendant des mois. Les militaires peut-être ont joué quelque chose dans cette libération. Il y a aussi les pays étrangers qui ont peut-être facilité. Donc, il y a une certaine réserve par rapport à cette récupération de la lutte politique par les militaires. Mais, à mon avis, c'est quelqu'un quand même qui est expérimenté, il voit ce qui se passe au niveau du Sahel. Il sait que la carte militaire, elle n'est pas stratégique. La carte stratégique, c'est la carte politique. Maintenant, il ne faut pas qu'il se précipite, comme Onkei l'a dit, qu'il prenne le temps d'observer le mouvement social et que s'il y a une alternative aux militaires, je pense qu'il devrait être au cœur de l'alternative. C'est aussi bien pour stabiliser le Mali sur le plan politique, mais stabiliser également le Sahel. Parce qu'il faut une personnalité politique au Mali, capable de fédérer le Mali aux autres pays africains. Et je crois que les militaires, il faut qu'ils mesurent cette faiblesse. Un pouvoir militaire ne peut pas stabiliser le Sahel. Justement, et en parlant du Sahel, on aura l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite nous intéresser un petit peu à la situation dans le Sahel, la crise du Sahel. Comment évaluez-vous aujourd'hui la situation dans la zone du Sahel en ce moment ? Bon, je crois que c'est une situation extrêmement difficile. Les djihadistes frappent davantage. Le Mali est frappé, le Burkina, le Niger. Bon, ils sont là. Ils sont là et ils font ils frappent. Ils frappent aussi bien l'économique que le politique. Donc on est dans le Sahel reste encore une zone très difficile sur le plan sécuritaire. Est-ce que ça veut dire que les États n'ont pas trouvé une réponse? Certainement. Il n'y a pas vraiment une réponse jusqu'à présent, ni au niveau du Mali qu'au niveau des autres pays. Il n'y a pas du tout une réponse africaine dans la lutte contre le djihadisme. Au contraire, les craintes d'une expansion du mouvement sont réelles. Et à mon avis, il faut essayer de voir, on a vécu une période fortement sécuritaire, militaire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de réajuster cette lutte militaire d'un côté, mais d'un autre côté, comment intégrer une dimension politique? Il y a une dimension politique qui est observable, qu'il faut aller vers des solutions politiques. Et en parlant de solutions politiques, Onkei, alors évidemment des sommets, c'est multiplié sur le continent, les présidents regroupés autour du G5 Sahel, des rencontres, et malheureusement la guerre, elle est toujours là, dans cette zone-là. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que cette guerre contre les terroristes, elle va être difficile à gagner? Elle va être difficile à gagner parce que, de mon point de vue, les éléments qui créent l'environnement qui favorisent l'extension du terrorisme sont difficiles à vaincre. Vous voyez que lorsqu'on parle du radicalisme religieux, on parle de l'extrémisme violent, on ne voit dans un premier temps que la dimension sécuritaire. Et donc les premières réponses qui sont adoptées, les plus fortes, sont des réponses sécuritaires. Mais quand vous regardez dans le temps, vous voyez que ces acteurs ont adapté leur stratégie aux forces en présence. Vous voyez que la manière dont ils agissaient il y a 10 ans, il y a environ 10 ans, aux alentours de 2012, ce n'est pas la même chose. La stratégie des extrémistes aussi change et s'adapte. Oui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, cette guerre est endogène. Absolument. Et donc ça s'adapte, ça utilise des facteurs endogènes différents
comparé au passé. Et donc, ils sont en train de s'adapter. Et à chaque fois, vous avez le sentiment que vous déployez des forces et trouvent des moyens de contourner ces forces avec de nouvelles stratégies, etc. Et donc, sur le plan militaire, ça ne marche pas. Mais vous savez que ces acteurs ne viennent que se greffer sur des problèmes qui existaient. Et ces problèmes, c'est les problèmes de gouvernance dans nos pays, c'est les problèmes d'absence de l'État. Donc, la mauvaise gouvernance, c'est déjà le fait que nos États sont corrompus, etc. Mais vous avez aussi qu'il y a des pans entiers de nos pays parfois où les citoyens n'ont pas le sentiment qu'ils sont dans l'État parce qu'ils ne bénéficient de rien de la part de l'État, ni de l'éducation, ni de la santé, ni de rien. Et donc, il y a cette incapacité de l'État à couvrir simplement les besoins de ses citoyens. Et donc, ces problèmes sont là. Vous avez des problèmes liés au changement climatique, au fait que, bon, il y a les ressources disponibles dans certaines régions se raréfient, on ne sait pas comment distribuer. Ces problèmes sont des problèmes plus difficiles à résoudre, qu'on ne regarde pas de façon prioritaire. Et donc c'est là où je vous dis que ça va être très difficile parce que les facteurs sur lesquels les extrémistes viennent se greffer sont toujours là. Oui, parce que quand vous avez parlé de la malgouvernance, hein, il y a beaucoup de points aujourd'hui, sans compter évidemment cette crise sanitaire qui est venue affaiblir beaucoup d'États. Albert, Hunke évidemment a un petit peu amorcé cette difficulté pour les États africains pour évidemment essayer de lutter contre ces terroristes-là. Mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui, ces pays-là, est-ce que ces pays ont les moyens de lutter contre ces terroristes? Je crois que c'est là où le bas blesse. Hein. Sur le plan sécuritaire, on n'a pas des armées préparées à ce type de guerre. Nos armées sont préparées à des conflits classiques. Là, c'est la mobilité, c'est la souplesse, c'est des déplacements, c'est des gens qui s'incrustent dans le tissu social. Ils sont dans le peuple. Notre armée n'est pas préparée à mener une lutte contre des gens qui mènent ce type de bataille. Il y a également les problèmes des moyens qui sont récurrents. Nos armées ne sont pas équipées convenablement. Nos armées ne sont pas aussi habituées au renseignement. Donc, c'est des armées, je dirais, désarmées. En face à un phénomène très néfaste qui se développe, qui se développe très vite, qui passe par des frontières. Et je crois que maintenant, l'autre question qui devrait susciter quand même la réflexion, c'est il y a une pandémie politique en Afrique. Honnêtement, la gestion de l'Afrique, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et ça favorise le trafic sous toutes ses formes, que ce soit le trafic militaire, le trafic humain, la drogue. Mais tout passe aujourd'hui. Quand vous prenez Dakar, comment expliquer que Dakar se transforme en une capitale où circule l'argent sale, où les armes circulent? Aujourd'hui, la drogue, c'est par des tonnes et des tonnes que la douane saisit régulièrement. Donc ça veut dire que sur le plan militaire, on a des problèmes, mais également sur la gouvernance. La gouvernance de l'Afrique pose énormément de problèmes. Et l'autre grosse question qu'on n'ose pas aborder, c'est quel est notre rapport à la France et aux pays occidentaux? Est-ce que réellement on n'est pas là pour servir de terrain d'expérimentation? C'est évidemment, c'est dans ce sens que je voulais évidemment aller à Hunke. Alors, expérimentation, en tout cas, c'est ce qui se donne à observer quand on voit évidemment la force, hein, la forte présence de l'armée française regroupée au sein de la force Barkhane. Et quel est réellement l'objectif de cette force? Est-ce que les objectifs de la Barkhane ont été finalement atteints? Disons que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de communication autour de performances, n'est-ce pas, de la force Barkhane. Exactement, on nous parle des terroristes arrêtés et plein d'autres choses. Il y a eu beaucoup de communication. Ce qui est sûr, Barkhane est venu avec un mandat, comme la MINUSMA, donc la force multilatérale des Nations Unies aussi, est venue avec un mandat. Mais ces mandats ont des limites par rapport à l'évolution des problèmes de sécurité auxquels un pays comme le Mali, par exemple, est confronté. Et même la sous-région Sahel. Par exemple, si vous prenez Barkhane, je ne crois pas que Barkhane ou la MINUSMA ait la capacité d'aller au-delà, n'est-ce pas, des frontières du Mali. Et donc, ça fait qu'ils ont des limites dans ce qu'ils peuvent faire. Et il y a des difficultés au niveau des Nations Unies pour amender les mandats de ces forces-là. Ça, pour moi, c'est la première chose. Monsieur Albert parlait tout à l'heure de solutions politiques qu'on pouvait trouver à ce problème. C'est-à-dire que
au lieu de se concentrer uniquement sur l'aspect sécuritaire, qu'on pourrait trouver peut-être les moyens de s'asseoir autour d'une table, y compris avec certains des groupes, certains ou tous les groupes impliqués dans l'extrémisme violent, mais cette solution divise tout le monde. Comme vous le savez, ça fait partie des raisons qui ont montré la division entre les militaires au pouvoir au Mali et le gouvernement français la dernière fois. Et je crois que ça a été repris même en France plusieurs fois, où pour les Français, il n'est pas question d'aller discuter. Vous regardez la campagne au Burkina la dernière fois, ça a divisé les candidats. Exactement. Il y en a qui proposaient d'organiser des conversations. Le président en exercice a dit non. Moi, je ne vois pas pourquoi j'irai discuter avec les extrémistes. Donc, cette solution politique divise les acteurs. Et donc, on ne sait pas comment l'aborder. Mais justement, comment l'aborder, Albert, quand je l'ai dit, évidemment, dans mon introduction, on multiplie les rencontres sur le continent, notamment la zone du Sahel. Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les méthodes, les plans d'action qui ont été évidemment notés à la fin de ces rencontres, sont-elles arrivées évidemment à bout de souffle, ces stratégies-là? Je crois, c'est sûr et certain que si vous regardez sur le plan du financement, strictement sur le plan du financement de la lutte, la France, l'Europe ne sont pas capables de financer cette guerre-là. Ils sont obligés de chercher à raccorder avec les Américains, avec l'ONU. Donc sur le plan strictement financier, ils n'ont pas les moyens de ce financement. Mais également sur le plan maintenant politique, c'est là où l'armée française souffre. Elle ne connaît pas le terrain. C'est une question de connaissance et de maîtrise du terrain. Et je crois que à ce niveau-là, il faudrait que les États africains quand même parlent aux Français, parlent aux Européens, que la stratégie, elle est mauvaise. Parce que c'est, si vous voulez, c'est des armées étrangères qui mènent la lutte à notre place. Voilà, sur comme vous l'avez dit, des terrains inconnus. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même, par exemple, pour s'infiltrer au niveau des populations, pour s'adapter au terrain, mais ils apprennent 1 mois, 2 mois, 2 ans. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a autant de morts dans les rangs de l'armée française. Je crois qu'il faudrait que les Africains et les Français et les Européens, de manière générale, qu'ils rediscutent sur la stratégie militaire. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas opérationnelle. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de crise militaire qui s'installe aussi. Crise militaire, alors, dans le sens où les militaires des pays respectifs et ces forces d'intervention internationales ne se retrouvent pas, comme Albert l'a dit. On ne sait pas comment, évidemment, mettre en place des actions parce qu'on se marche dessus. Je ne suis pas sûr qu'on se marche dessus. Je crois qu'ils essayent d'organiser une sorte de coordination des actions à travers les mandats. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, la force Barkhane a des limites dans ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle peut faire, etc. Mais ce qui est sûr, nous avons une sorte de juxtaposition de plusieurs stratégies. Exactement. Donc, même si les gens ne se marchent pas dessus, les gens marchent côte à côte. Je peux vous dire, si vous faites le point au Mali aujourd'hui, vous avez peut-être une dizaine ou 13 stratégies qui sont en œuvre. Vous avez la MINUSMA qui a sa stratégie, Barkhane a une stratégie, G5 Sahel, vous avez maintenant les pays individuels, la France. Donc en fait, on y va en rang dispersé. Et le problème qu'on n'a pas réussi à résoudre jusqu'à aujourd'hui, à mon humble avis, c'est l'incapacité de mettre tout ça dans une musique où on sait où chacun met ses forces et où on va. Et donc je pense que d'une certaine manière, on va s'épuiser, investir beaucoup de ressources, ce qui est en train d'être fait en ce moment, et on va se rendre compte en fin de compte que ce n'est pas la véritable solution au problème qu'on cherchait. Et donc je ne sais pas qui va aider à régler cette question de coordination. La CEDEAO était venue avec ce sentiment. Et il y a eu un sommet il y a à peu près 1 an, où la CEDEAO est sortie de façon forte pour dire qu'à partir de maintenant, ça veut jouer le rôle de coordination, n'est-ce pas, des actions contre l'extrémisme violent dans le Sahel. Ils ont même décidé d'un budget qu'ils allaient mettre sur la table comme contribution pour commencer, mais depuis, on n'a plus rien entendu. Et donc je pense que parce que c'est très difficile pour nous. Vous savez, lorsque vous parlez du terrain, par exemple, je ne sais pas si, même à commencer par les militaires maliens, ils connaissaient vraiment le terrain désertique de leur pays. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas par hasard que ce sont les Tchadiens, en plus de la force française, ce sont les Tchadiens qui sont là-bas. Parce que même les militaires maliens, je ne suis pas sûr. À plus forte raison, les militaires des autres pays, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et donc, moi, je pense que si on ne réussit pas à régler ce problème, l'inquiétude qu'on a réussi à contenir jusque-là peut devenir
peut se matérialiser, à savoir l'extension, n'est-ce pas, de l'extrémisme vers les pays côtiers. Et ça, je préfère que ça ne nous arrive pas. Vous partagez son avis, Albert. Il faut une sorte de cohésion, évidemment, dans les stratégies d'action des différents pays du Sahel et évidemment de la communauté internationale. Mais absolument, absolument. Il faut une coordination, une meilleure coordination. Et moi, je persiste à croire que c'est aux Africains de coordonner ces forces-là. Il a très bien dit tout à l'heure, vous regardez les armées africaines, pourquoi le Tchad s'en sort? Le Tchad seul est capable de s'en sortir. À part le Tchad, c'est la Turquie qui s'en sort dans un autre espace. Donc il faudrait que les Africains prennent la responsabilité de coordonner, d'organiser cette lutte. Encore une fois, à mon avis, il faut que l'Union africaine, c'est à ce niveau-là que l'Union africaine devrait jouer sur le plan politique, qu'on ait une approche autre que l'approche sécuritaire, qu'on ait une approche beaucoup plus politique. Parce que notre manière de parler du djihadisme est différente de la manière dont les Européens parlent du djihadisme. On a deux approches différentes. Pourtant, c'est le même phénomène. Donc, il faudrait que les Africains privilégient notre approche à nous. Pour discuter. Par exemple, le Mali avait une expérience assez intéressante, c'est d'isoler les djihadistes radicaux pour mener la guerre, mais par rapport à ceux qui luttaient pour l'indépendance ou pour l'autonomie de leur territoire, établir un dialogue. Donc il y a un discernement qu'on doit faire. Il ne faut pas confondre les radicaux islamiques qui n'ont aucun projet de société et les Africains qui luttent pour leur territoire, pour leur population. À ce niveau-là, je pense qu'on doit ouvrir une perspective pour mieux prendre en charge les questions de gouvernance. La gouvernance, elle est à la fois, c'est vrai pour les politiques publiques, mais également pour les politiques territoriales, parce que c'est là où l'État est faible. L'État est faible en Afrique parce qu'il est absent au niveau des territoires. Et vous pensez l'objectif aujourd'hui, ou la priorité, pour aller dans le sens d'Albert, c'est de renforcer la présence des États dans les différentes régions stratégiques? Si vous regardez la plupart des stratégies qui sont développées, il y a toujours une composante gouvernance, il y a une composante, présence de l'État, etc. Ce n'est pas par hasard qu'au Mali, on s'efforce de dire que même à Kidal, il faut qu'il y ait un gouverneur désigné par Bamako, etc. Tout le monde sait qu'on ne peut pas finir de résoudre ces problèmes si les citoyens ne perçoivent pas une alternative pour leur protection, une alternative pour la délivrance des services sociaux de base, quand c'est des forces qui ne sont pas étatiques, qui viennent s'assurer que vous avez à manger, qui viennent s'assurer qu'on protège vos enfants pour aller à l'école, etc., ça vous pose un problème. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'en même temps qu'on est en train de résoudre le problème sécuritaire, on est en train de ramener l'État pour que les citoyens perçoivent l'État vraiment comme une alternative? Parce qu'aujourd'hui, je crois que les recherches ont montré aussi qu'il y a des gens qui rejoignent les mouvements terroristes et extrémistes simplement pour se protéger, pour protéger leur famille, protéger leurs biens, etc. Parce que personne n'est là pour le faire. Et donc je pense que c'est dans notre capacité à faire cela. Et je suis d'accord avec M. Albert que c'est nous les Africains qui devrons nous mettre au devant. Malheureusement, le G5 Sahel pour le moment ne semble pas en train de réussir, même à se mettre sur pied. Parce qu'on n'arrive pas à réunir les ressources, le budget pour le fonctionnement du G5 Sahel. Justement, parce qu'on parlait évidemment, vous l'avez souligné, uniquement de l'action sécuritaire, mais cette action sécuritaire demande d'énormes moyens. Quand on voit un pays comme le Burkina Faso qui consacre un quart de son budget à son armée, ça se demandait si aujourd'hui réellement cette guerre, ou le Sahel, est préparé financièrement, on va le dire ainsi, Albert. Oui, je crois que c'est la faiblesse majeure. En tout cas, si on fait une analyse très fine de l'affaiblissement de l'État en Afrique, c'est que pour l'essentiel, les budgets qu'on a, c'est des budgets pour les militaires. C'est des budgets pour la classe politique. Mais pour les populations, c'est vraiment là où se passe la vie d'une nation, dans les territoires, l'État est absent. Et on le voit même avec les militaires. Les militaires, que ce soit la police, la gendarmerie, mais ces corps qui sont chargés de s'occuper de la sécurité sont absents au niveau des populations. Il y a un problème sérieux de sécurité. Autant tu as des problèmes de sécurité, autant tu as des problèmes d'accès aux services de base. Donc quand tu n'es pas
en sécurité, tu n'es pas capable de produire ce que tu manges. Oui, parce qu'on a vu par exemple au Burkina Faso lors de la présidentielle, il y a beaucoup qui ne sont pas allés voter. Ils avaient peur évidemment de sortir et de rejoindre ces bureaux de vote. Absolument, c'est là où il faut avoir une approche africaine. Que nous, c'est pas l'État notre problème, c'est pas l'État. Notre problème, c'est qu'on a laissé tomber nos populations. Et les djihadistes, ils ne sont pas dans les capitales, ils sont à la base. Ils sont dans les pays profonds où il n'y a rien. C'est eux qui assurent de quoi manger, ils soignent, ils éduquent, ils s'occupent des enfants, des femmes. Mais comment un État peut accepter qu'un djihadiste vienne s'occuper de ces populations? Et je crois que c'est là où, à mon avis, l'Union africaine, ou les Africains de manière générale, doivent mettre l'accent sur ça. Que le terrorisme, on n'a pas la même approche que les Occidentaux. Imaginez d'ailleurs les moyens que les Européens mettent dans la lutte contre le terrorisme. Comparer ça à la souffrance de nos populations. Donc il y a un problème d'affectation même du budget qu'on alloue à la lutte contre la sécurité. C'est sûr et certain qu'avec une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus coordonnée, on pouvait jouer sur les deux. Ça assurer, renforcer la sécurité des populations, mais également donner des activités économiques qui puissent stabiliser ces zones-là. C'est ça qui peut mettre fin à ce djihadisme-là. Ce n'est pas du tout la lutte, l'investissement massif des dollars, des millions de dollars ou des euros qui mettra fin à cette guerre-là. Je ne crois pas. Et parlons évidemment d'un autre point, on l'a un petit peu écorché, on va le dire ici, ainsi, au début de cette émission, on a parlé de la force Barkhane, on représentait évidemment cette force française. Alors, sous l'ère Donald Trump, l'Amérique, il avait évidemment décidé de retirer un petit peu les forces américaines, même si aujourd'hui, on a l'impression qu'avec Biden, on va peut-être assister à un retour des forces américaines sur le sol africain, en l'occurrence dans la zone du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, cette forme de concurrence entre Barkhane et l'armée américaine ne va pas aussi un petit peu embrouiller, si on peut le dire ainsi, la lutte véritable contre les terroristes? Non, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une concurrence entre les deux. Je crois que ce qu'on a vu jusque-là, il y a une sorte de complémentarité. Parce qu'ils ne viennent pas avec les mêmes capacités. Par exemple, la France a des troupes sur le terrain qui peuvent aller parfois au combat. Ce n'est pas le cas des Américains qui viennent beaucoup plus avec des équipements, avec des drones, etc., pour récolter de l'intelligence, etc. Donc je pense que jusque-là, ces puissances essayent de ne pas aller en concurrence. Même si parfois, comme je disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'il y a une multiplicité de stratégies. Alors qu'on aurait dû avoir comme une grande stratégie où tout le monde entre, vous avez une multiplicité de stratégies, mais chacun ici, vous allez voir par exemple que des Japonais viennent juste avec des forces pour venir faire de la formation. Oui, et des Allemands, ces terroristes, ils profitent de ça, de cette instabilité. Je pense qu'ils ne vont pas aller en concurrence, même si moi je ne suis pas sûr que cette complémentarité va résoudre le problème que nous avons. Et quand vous prenez la force Barkhane, qui est la force étrangère la plus non africaine, la plus importante, n'est-ce pas? Je veux dire au Mali et disons elle est présente un peu dans le Sahel. Je pense que cette force est un peu affaiblie par l'image de la France aujourd'hui. Même quand vous allez au Mali, je ne sais pas si vous avez compté combien de fois il y avait des manifestations au Mali pour demander le départ de la France, pour demander le départ de la force Barkhane. Et donc ça pose un autre type de défi à cette force. Et moi je mets un peu la communication qu'on a ces derniers temps sur les performances de Barkhane, sur le fait que la France a besoin de convaincre que sa présence est nécessaire. Au-delà, n'est-ce pas, de la rhétorique, n'est-ce pas, de Macron qui dit non, nous sommes là-bas sur la demande des Africains. Vous vous rappelez, la dernière fois, il faut que les Africains même viennent dire que c'est eux qui nous ont appelés. Mais ils savent très bien que la victoire, ou du moins la sympathie du peuple, dépend de leur capacité à montrer qu'ils font vraiment partie des solutions et non des problèmes. Alors, mon cher Albert, on a évidemment cette impression-là, Unke l'a souligné également, en parlant de cette crise au Sahel, on a l'impression qu'elle ne concerne plus que la zone du Sahel. Il y a une forme d'expansion quand on voit les attaques un petit peu à la frontière entre le Burkina Faso, le Ghana ou encore le Bénin. Faut-il craindre aujourd'hui l'expansion de cette guerre vers le sud? Je crois qu'il y a des risques. Il y a des risques sérieux. Parce que l'après-Covid pour nous, en Afrique, c'est l'effondrement de l'économie. Ça, c'est clair que
dans les années à venir, sur le plan économique, les pays africains vont souffrir. Bon, si vous ajoutez à ces difficultés économiques énormes, ça dit que la jeunesse africaine, elle va subir de manière dramatique l'impact du Covid. Et sur le plan politique, bon, on ne fait rien. On ne fait rien au niveau de l'Afrique pour stabiliser le continent. Après chaque élection, depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, on a des contentieux partout en Afrique. Partout. À chaque fois qu'il y a une présidentielle, c'est la contestation, c'est les contentieux, c'est l'instabilité. Et comme Munkele l'a dit, en général, ces terroristes profitent de cette forme d'instabilité pour s'attaquer. Le terrorisme, c'est quoi? C'est quand tu as une économie qui s'effondre, que tu es instable sur le plan politique, mais tu ne maîtrises plus ton territoire. Pourquoi les jeunes partent comme ça en masse? C'est parce qu'ils ne peuvent plus rester. Si tu prends le cas du Sénégal, quand même des centaines de jeunes meurent en un mois en pleine mer, c'est parce qu'ils n'ont plus de réponse, ils n'ont plus d'alternative. Et les terroristes, mais ils sont sanguinaires pour ça. Ils sont capables d'exploiter cette misère-là. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est aussi une guerre psychologique où vraiment ils installent, en tout cas dans la conscience de beaucoup de nos jeunes, qu'évidemment réussir en Afrique, c'est pas possible. Et je vous donner un exemple, ça dit que ça, cette accumulation de problèmes. Prenez les jeunes diplômés de nos universités qui cherchent du boulot pendant 5 ans, 10 ans, qui ne trouvent pas. Mais c'est la cible privilégiée des terroristes. Les djihadistes, ils n'agissent pas comme les gens y croient. Ils font une sélection assez restreinte. Ils prennent des gens qui sont... On l'a vu même depuis Al-Qaïda. Ils forment des jeunes dans les technologies, dans la maîtrise de la langue. Ils sont modernes. Et c'est pour ça qu'ils ne cherchent pas à mobiliser des masses. C'est vraiment sélectif, c'est des groupes qu'ils forment. Et d'ailleurs, même on le voit à travers l'histoire des djihadistes en France. C'est des jeunes qui sont formés, on les laisse dans la nature. Oui, évidemment, comme on l'a souligné, du coup, ça devient une guerre plutôt endogène. On va terminer sur cette question parce que le temps qui nous est accordé tire évidemment à sa fin. On va ramasser un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui pour essayer de lutter de manière efficace contre les terroristes, évidemment, dans la zone du Sahel. Il va falloir une sorte de complicité entre les forces présentes sur le continent et évidemment la communauté internationale. Absolument. Il faut la complicité. Il faut, M. Albert a parlé plusieurs fois de l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine essaie de fonctionner suivant le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, on laisse d'abord dans le rôle principal l'organisation régionale. Donc quand on est en Afrique de l'Ouest, on laisse la CEDEAO. Et donc c'est ça qui fait qu'on ne voit pas l'Union africaine au devant. Mais la CEDEAO doit se donner les moyens. Et donc je crois que nous devons nous donner les moyens d'être les porteurs de solutions et ne pas laisser les autres venir dire ce qui, à leurs yeux, constitue les solutions à nos problèmes. Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, Mathias Unke. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était mon plaisir. Et en face de vous, Mamadou Sy Albert, merci également d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'actualité liée au continent. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.